Ouais, je pense que le sport, c'est surtout, je pense que ça a surtout été, l'école de la vie pour moi, pour le sport, c'était plutôt ça en fait, pas d'excuses, des moyens, et en gros, on délivre ou on se tait, quoi, mais... En fait, je ne pense pas que je ne peux pas faire quelque chose. Je me le dis pas. Peut-être que c'est le cas en fait, mais c'est juste, en fait, je pense que les gens sont peut-être câblés en se disant qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire et des choses qu'ils peuvent pas faire. Moi, quand je commence quelque chose, je me dis pas que je peux pas le faire. Peut-être que je peux pas le faire, mais en tout cas, je me tuerai jusqu'à ce que je le fasse. Puis voilà. La moitié de ce qu'on produit par l'agriculture est mis à poubelle avant même d'atteindre notre assiette. Et dans ça, on ne tient pas compte du fait que, en général, ce qui arrive dans notre assiette, c'est qu'une partie du fruit. Et je pense qu'à partir du moment où une partie du fruit est utilisée, on ne considère même pas qu'elle est gaspillée. Mais une usine qui fait du jus d'orange, il y a 90% de la masse de l'orange qui ressort par la poubelle. Que ce soit l'eau quand on concentre le jus, parce qu'on évapore l'eau, que ce soit la peau de l'orange, que ce soit les eaux de rinçage, les feuilles, etc. Tout ça, ça représente un volume colossal. Et en fait, aujourd'hui, ça va juste à la poubelle. En gros, j'ai pas du tout la prétention de dire que de base, j'étais le plus écolo de tous. Ceci dit, quand on voit une usine qui fait 40 000 tonnes de déchets en 2 semaines, on peut pas en fait se dire ok, ça existe et on fait rien, alors qu'une autre usine peut s'en servir. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphne. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Welcome to the House. Le podcast qui met en valeur ceux pour qui nous nous levons chaque matin, nos entrepreneurs et plus particulièrement ceux qui viennent de nous rejoindre. Je m'appelle Stan, je fais partie de l'équipe d'investissement de Daphne et je suis très heureux de partager le micro avec Aurélie. Salut Stan. La personne dont on va parler aujourd'hui est très particulière. Alors, chez Daphne, on aime bien parler sur des personnalités et s'il y a un truc qu'on pensait jamais faire, c'est investir sans même avoir rencontré une seule fois l'équipe en présentiel. Aujourd'hui, nous allons accueillir celui qui a convaincu Daphne à l'unanimité de faire son tout premier deal Zoom, Julien Lesage, le CEO d'Upcycle. Hello Julien. Salut Stan. Alors Julien fait partie de ces gens qui vous donnent foi en l'avenir. T'as déjà derrière toi une première boîte rentable, t'as été sportif de haut niveau, et aujourd'hui tu t'attaques au secteur des ingrédients, qui est un secteur qui est ultra dominé par quelques géants internationaux. Et t'as 27 ans. Julien, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs ? Du coup, Julien, 27 ans, je suis chimiste, donc purement technique. Et si on devait être hyper précis, je suis biochimiste en biochimie métabolique et cellulaire. Donc rien de ce qu'on fait, on va dire, dans les grandes écoles. J'ai pas mal bourlingué, on va dire, du lycée jusqu'à la fin de mes études en faisant des trucs à côté des cours qui étaient plus ou moins borderline pour essayer de monter des boîtes et de m'occuper et surtout faire les soirées que j'avais envie de faire pendant que je faisais mes études. Et en fait, concrètement, à la fin de mes études, c'était un peu la fin d'un cycle, je pense, pour moi, qui était faire des trucs seulement pour, entre guillemets, à rayonner ou briller là où j'avais envie d'être pendant les études et faire quelque chose qui avait vraiment du sens après. Donc ça a été l'occasion de mettre à profit tout ce que j'avais appris sur la chimie organique, sur les déchets justement, et essayer de valoriser ces ressources qu'on n'utilise pas. Et avant tout ça, j'ai eu une bromance avec le sport de haut niveau qui s'est pas fini exactement comme je le voulais, mais j'ai fait du tir à l'arc et pour ceux qui trouvent que le tir à l'arc c'est pas cool, voilà. C'est vraiment pas cool. Je crois que je t'avais jamais dit, mais j'ai aussi fait 3 ans de tir à l'arc, mais j'oserais pas t'en parler. Et il y a des gens qui font du tir à l'arc. Et c'est un vrai sport. Et c'est un vrai sport, je crois. Mais bon, ouais. Je suis pas là pour convaincre les gens que c'est un sport. Et t'es allé jusqu'au championnat de France ? Ouais. J'ai gagné les championnats de France. J'ai cru à un moment que je pourrais faire les JO, ce qui ne s'est pas passé, mais j'ai essayé. C'est une belle école de la vie. Ça fait mal, je pense, un peu comme l'entrepreneuriat. On s'identifie beaucoup à ce qu'on fait et à ce qu'on échoue à faire. Mais c'était vraiment... disons que c'est le début où on se dit que personne ne fera les choses à part nous, donc faut les faire. Du coup, une fois que t'as pas échoué, mais t'es pas allé jusqu'au bout, ça a pas pris on va dire, la trajectoire que tu voulais,
Qu'est-ce que tu as fait? Donc, tu faisais tes petits boulots et tu as... Ouais, déjà, en fait, le tir à l'arc, c'était un peu un aveu d'échec parce que de base, je voulais être pilote de Formule 1. Donc, concrètement. En toute logique. Ouais, en toute logique. Non, disons que c'était pas prévu pour se passer comme ça. La fin du tir à l'arc, non plus. Après, il y a quand même eu tout un temps où finalement, en fait, c'est plus l'entrepreneuriat qui a pris la place du tir à l'arc, où je me suis rendu compte que je m'éclatais plus dans mes projets annexes, où je faisais du design, où on faisait du prêt-à-porter, des choses comme ça. Et c'était trop cool, et on faisait ça avec des potes, et il y avait de l'engouement. Et en fait, on n'avait aucun talent sur le papier, mais juste les gens aimaient ce qu'on faisait, et c'était hyper réconfortant en termes de confiance en soi, sur la créa. Et en fait, de ça, je pense, est né le truc suffisant pour se dire, OK, je peux m'attaquer à un plus gros projet. Et ce plus gros projet, il a mis un peu de temps à maturer. Il est arrivé à la fin de ma première année de master, après avoir bossé un petit peu chez Robertet, donc dans la parfumerie à Grasse. Et petit à petit, ça s'est structuré entre un gros échec amoureux et du coup de la solitude à combler. Il y a eu le temps pour créer ça. La boîte a été créée à ce moment-là. Et je pense que pendant 2 ans, j'ai dû dire tellement de bêtises à mes clients et je suis tellement reconnaissant qu'ils aient pas qu'ils aient pas coupé les ponts, parce que franchement, quand je pense à comment j'étais avant, c'était... Mais ça, c'était avant. Du coup, on va parler de ce que tu es aujourd'hui, du coup. Est-ce que tu peux nous parler d'Upcycle? En fait, rentrons dans le vif du sujet tout de suite. Ouais, carrément. Concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on identifie les flux de déchets industriels. On va analyser les molécules qu'il y a dedans. Et en fait, sur la base de ces molécules, on crée des produits qui vont de nouveau servir dans les industries alimentaires et cosmétiques. Et la particularité d'Upcycle, c'est qu'en fait, on a développé une méthode qui permet de le faire sur tout type de déchets industriels. Et qu'à la différence de ce qui existe aujourd'hui, en fait, nous, on achète les déchets industriels relativement chers. Du coup, ça fait un modèle, on va dire, un peu d'économie circulaire, mais rentable, qui était un peu ce qui pêchait dans l'économie circulaire aujourd'hui. Et est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres? Parce que là, on est en train de dire que vous faites des économies et nous, on pense tous qu'on est en train de trier nos déchets et qu'on a un impact de malade. Mais moi, j'étais assez bluffé par les KPIs que tu pouvais donner. Ouais, je vais donner les chiffres qui existent, sachant que je pense qu'ils sont hyper sous-estimés. La moitié de ce qu'on produit par l'agriculture est mis à poubelle avant même d'atteindre notre assiette. Et dans ça, on ne tient pas compte du fait qu'en général, ce qui arrive dans notre assiette, c'est qu'une partie du fruit. Et je pense qu'à partir du moment où une partie du fruit est utilisée, on ne considère même pas qu'elle est gaspillée. Mais une usine qui fait du jus d'orange, il y a 90% de la masse de l'orange qui ressort par la poubelle. Que ce soit l'eau quand on concentre le jus, parce qu'on évapore l'eau, que ce soit la peau de l'orange, que ce soit les eaux de rinçage, les feuilles, etc. Tout ça, ça représente un volume colossal. Et en fait, aujourd'hui, ça va juste à la poubelle. Et en fait, si on duplique ça sur un tas d'usines, on se retrouve juste à voir que chacun prend une petite partie, ce qui l'intéresse, et que chacun prend une partie différente. Et du coup, comment on arrive à mettre en relation les gens qui utilisent des parties différentes? Et du coup, pour le dire, pour le vulgariser pour les gens qui nous écoutent, typiquement, c'est vous avez une usine de jus d'orange qui va presser les oranges et n'utiliser que le jus. Ouais. Vous avez de la cosmétique qui va n'utiliser que la peau de l'orange pour extraire ce dont il a besoin. Et aujourd'hui, ils achètent 2 fois plus d'oranges et vous allez être capable de faire que ces gens-là n'achètent qu'une fois des oranges. Ouais, tout à fait. Alors, je veux pas blâmer l'industrie parce que je sais qu'il y en a qui se comportent déjà très bien dans tout ça, mais c'est vrai qu'il y a des usines qui n'utilisent que la peau et des usines qui n'utilisent que le jus. Et en fait, si on arrivait à connecter les deux et à faire le pont entre ces deux usines, tout le monde achèterait pour moins cher et tout le monde produirait mieux. Et surtout, on aurait besoin de produire moins de manière agricole. Et je pense que c'est le vrai sujet aujourd'hui, parce que l'agriculture, c'est quand même plus de 10% des émissions de CO2 sur la planète. Et qu'on a beau faire des économies de CO2 sur le transport, la vérité, ce qui pollue, c'est de produire. Mais ça t'est venu d'où, ça? Enfin, à un moment donné, c'est tes études, j'imagine. Ouais, en vrai, cette idée c'est trop particulier. En fait, alors, au début, j'ai bossé chez Robertet. On travaillait sur un projet que je peux pas dire sur les ondes, mais en gros, on avait dans nos propres déchets de la parfumerie, il restait des molécules très intéressantes pour la cosmétique. Et moi, ça a été ma mission. C'était même pas mon idée de base, c'était la mission que j'avais. Après, à force de faire de la bibliographie,
En fait, on a identifié qu'il y avait un larvicide contre le moustique tigre, et moi, j'en pouvais plus des moustiques tigres. C'était vraiment hors temps de travail. Il y avait un larvicide contre le moustique tigre sur une plante tropicale, et en fait, ça n'était que dans la feuille, et sur la plante, on ne se servait que du bois industriellement. Donc en fait, les feuilles, il y avait des gisements de feuilles, mais vraiment des milliers de tonnes de feuilles qui étaient mis à la poubelle. Et il y avait peut-être un larvicide contre le moustique tigre là-dedans. Donc le premier call client que j'ai fait de ma vie, c'est avec la direction R&D de Bayer. Donc autant dire que j'étais pas prêt et que c'est allé nulle part. On m'a surtout dit qu'il faudrait 700 000 € pour mettre l'ingrédient sur le marché et que c'est allé nulle part. Mais en fait, c'était surtout la deuxième fois qu'il se passait quelque chose. En gros, il y avait cette histoire avec Robertet, il y avait cette histoire sur la biblio. Et en parallèle, j'avais une opportunité pour faire mon stage de fin d'année et mon maître de stage qui a accepté que je monte ma boîte pendant le stage. Et du coup, pendant cette période où j'étais assez libre de mes mouvements, j'ai pu visiter quelques usines et me rendre compte qu'en fait, dans toutes les usines, il y a des gisements de déchets. Et en fait, il n'y a jamais un gisement de déchets qu'on a vu où on s'est dit ça ne peut pas être la matière première idéale ou l'ingrédient idéal pour quelqu'un d'autre. Et en fait, de là est plus née la mission globale. C'est-à-dire qu'au début, pour moi, c'était personne ne s'en est rendu compte, trop cool, je vais me faire de la thune. Concrètement, cette valeur, elle est à personne, donc elle est à moi. Et après, ça a plus été, mais c'est pas possible qu'on pollue autant. Et du coup, comment nous, on peut voir ça, mais ne pas nous en occuper. En fait, c'est un peu ça. C'est de là qu'est venue la vraie mission pour moi. Ça a plus pris un an et demi. En gros, j'ai pas du tout la prétention de dire que de base, j'étais le plus écolo de tous. Ceci dit, quand on voit une usine qui fait 40 000 tonnes de déchets en 2 semaines, on peut pas en fait se dire « Ok, ça existe et on fait rien ». Alors qu'une autre usine peut s'en servir, quoi. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est compliqué ? Parce que nous, on est arrivé sur ce marché, on s'est dit, mais quand on t'a écouté la première fois, je me souviens, on est sorti du call avec Pierre-Éric et on s'est dit, mais c'est pas possible que ce soit aussi gros que ça, quoi. Ouais, en fait, la vérité, c'est que nous aussi, des fois, on se pose un peu la question parce qu'on se dit, c'est des boîtes qui sont structurées. Elles peuvent le faire. Et en fait, la vérité, c'est qu'il y a des standards de qualité d'un marché à l'autre que les boîtes ne sont pas forcément prêtes à sauter, en fait. C'est un pont le pont doit être fait. Et en fait, nous, on fait ce gap en termes de qualité entre les industries. Et on s'adresse à des gisements de déchets qui sont, trop petits pour investir 5 millions d'euros dessus, créer une équipe, créer une nouvelle usine. C'est tout ce qui est délaissé. Et en fait, dans l'agroalimentaire, si on prenait un volume standard, en fait, tout ce qui est inférieur à 1000 tonnes est petit. Sauf que quand on les met tous bout à bout, ça fait beaucoup de milliers de tonnes. Ça fait beaucoup de papier dans la bonne poubelle chez nous, quoi. Ouais, exactement. Et en fait, on se dit qu'en réglant un flux, déjà, on a un énorme impact. C'est des centaines de milliers de tonnes d'eau qui sont économisées, par exemple, à chaque fois qu'on connecte le bon flux, quoi. Et tout ça, c'est né, donc c'est toi qui as fondé la boîte, pardon, et tu as fait une belle rencontre aussi, et qui a rejoint l'aventure. Ouais. Et moi, je pense qu'on peut le mentionner, et du coup, tu peux nous raconter peut-être un peu comment cette rencontre s'est faite, et aujourd'hui, ce que Dominique apporte aussi à Upcycle. Tout à fait. Alors, la rencontre en elle-même, elle n'a rien de fou. Ça a été vraiment, en fait, je cherchais quelqu'un qui était capable d'actionner et d'activer la partie vente de la boîte. Mais comme moi, je suis plutôt, on va dire, un hypersensible et je pense qu'un peu trop, même sur certains sujets, j'avais besoin d'un commercial, quelqu'un qui était capable d'être très humain. Et en fait, c'est un peu le brief que j'ai donné à mon réseau pour essayer de trouver quelqu'un. Et une personne qui s'appelle Leïla, avec qui je collaborais pas mal, dit qu'elle connaissait quelqu'un qui correspondait à ce brief, en fait. Et on s'est rencontrés avec Dominique. Et concrètement, Dominique, lui, ce qu'il s'est dit, c'est OK, c'est trop cool, il y a 300 produits, ils sont tous trop cool, mais comment on s'en sert, quoi ? Comment en fait, on crée le market fit entre chacun de nos produits, clairement, et le marché. Et en fait, aujourd'hui, je pense qu'il est tellement, il est tellement humain et concerné par le projet qu'il le trouve, en fait, ce market fit, même si, en fait, ça n'a rien de conventionnel dans l'approche commerciale.
Et est-ce que tu peux nous parler de la levée? Parce que nous, on a vécu un truc qui était hyper inconventionnel pour nous. Ouais. C'est ce que je disais en intro, on s'était jamais vu avant. Mais nous, à la limite, on en a fait pas mal, des deals. Toi, c'était la première fois que tu levais des fonds. Comment on lève en plein Covid, quand on est à Avignon et qu'on peut pas forcément rencontrer tous les investisseurs? La vérité, en fait, c'est pas facile de répondre parce que du coup, comme c'est la première et la seule que j'ai connue, en fait, ça m'a paru relativement normal. Je pense que ce qui peut-être a changé, en tout cas moi, dans la méthode, c'est que j'ai passé énormément de temps à faire des decks et des decks différents pour chaque interlocuteur parce que tout le monde n'a pas les mêmes enjeux. Donc, en fait, il n'y avait pas un deck pour tous les fonds. Et d'ailleurs, c'était interdit d'envoyer un deck à tous les fonds dans la levée. C'était un deck par fonds. En fonction des enjeux de chaque fonds et de chaque personne, de leur sensibilité. Et chaque fois qu'on faisait un call et qu'on avançait dans le processus, typiquement, il y avait toutes les slides de support qui anticipaient toutes les questions à chaque étape pour le fonds. Et le but, c'était de pouvoir en fait délivrer du contenu sur lequel on n'avait même plus besoin de poser notre voix. Donc c'était un peu plus exhaustif, je pense, ce qu'on avait tendance à mettre comme contenu que si on était en physique, parce que pas forcément facile de faire transparaître, on va dire, tout le feeling, je pense. Après, ça m'a pas paru... Enfin, ce qui est particulier, c'est que... En fait, je sais pas si c'est lié, entre guillemets, au projet, l'engouement, tout ça, mais en fait, ça a été extrêmement vite. Et je ne sais pas si c'est le modèle Covid qui fait que ça va vite ou pas. Mais en fait, ça a été hyper vite parce qu'entre le kick-off et les term sheets, il s'est passé 3 mois pour nous, sachant qu'on avait anticipé plutôt 6. Et du coup, moi, j'ai trouvé ça vachement structurant. Parce que les meetings sont à un moment donné, on n'a pas besoin de bouger de chez nous pour faire ces meetings, mine de rien. Donc tout le temps sur lequel c'est ça, qu'on pourrait pas passer sur les decks, là on peut le passer sur les decks. Il y a eu quelque chose en fait de presque logique dans tout ça. Du coup, ce qu'on retient, c'est que, Julien, tu dis que Daphni est un fonds extrêmement rapide et extrêmement efficace. Et... C'est vrai. Non, mais j'allais dire, et pour toi, Stan, qu'est-ce que ça a été, tu vois, un premier deal en Zoom, c'est quoi la difficulté aussi pour nous, de déceler peut-être des choses qu'on voit qu'en physique? Y a pas eu... Est-ce que tu as des regrets là quand tu me parles? Non, parce que moi j'arrive toujours après, une fois qu'ils se sont déjà rencontrés, donc je sais pas comment c'était. C'est ce qui est drôle en plus, c'est que je suis allé passer des vacances juste à côté de chez Julien, et du coup on s'est rencontrés de manière, on a eu le temps vraiment de faire connaissance après coup. Mais nous c'était un profil très particulier aussi, et un des trucs qui nous a tous vachement marqué, et je pense que ce sera intéressant d'en parler après, mais c'est que tu dégageais un espèce de calme et une espèce de... Enfin, quelque chose de très fort que nous, on a mis assez vite sur ton passé de sportif. Donc ça a été un élément assez fort où on s'est dit... j'espère qu'on aura raison, mais qu'il y a quelque chose de très fort. Et après, assez vite, on a été passionné par ce marché où, on s'est dit, en fait, c'est nos valeurs, on y croit et en plus, on a hyper envie d'y croire, quoi. Donc, ça nous a vachement aidé. Et après, comme toujours, il y a on a vu assez vite que tu étais bien entouré. C'est marrant, s'il y a des débats entre VC, justement, pour savoir comment tu fais pour évaluer une team, sachant que nous, en early stage et surtout en seed, là, sur une première levée, il y a 2 choses, quoi. Il y a le marché et il y a l'équipe. Donc, le marché, on a appelé des gens qui étaient plus sachants que nous sur le sujet et qui nous ont dit, il y a un truc de dingue à faire. Et sur l'équipe, assez vite, c'est assez indicible, quoi. C'est difficile de mettre des mots dessus, mais on a ressenti qu'il y avait une force de conviction qu'on avait envie d'y aller avec toi et avec Dominique, quoi. Ouais, des valeurs communes et tout, c'est clair. Hein. Ouais. Oh, c'est top. Le deal Zoom, quoi. Hein, ça marche. Hein. C'était une belle histoire. Mais moi, ça m'intéresse sur toi, si tu devais faire un parallèle un petit peu entre le sport de haut niveau et l'entrepreneuriat, ce que ça t'apporte toutes ces années que tu as passées sur... le tir à l'arc, c'est quand même un sport assez particulier. Il y a une concentration hyper forte. Justement, il faut avoir un certain calme. Comment tu vois ça? En fait, je ne sais pas si je l'assimilerais au sport ou au coach et à la méthode de coaching que j'ai eue. Mais en gros, la méthode de coaching que j'ai eue, c'était... il y avait l'interdiction d'avoir des excuses.
Donc en fait, ce qui a plutôt formé, c'est en fait, on ne dit pas si on ne fait pas. Et c'était plutôt, moi, c'est un peu le leitmotiv sur la levée de fonds. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas facile quand même de faire la part des choses dans tout ce monde où, on peut se le dire, il y a un peu de bullshit sur certains sujets. Et en gros, je pense que ce que je voulais dans la levée, c'était être sûr que je ne mente pas sur les decks, en fait. D'être sûr que ce que je présente, en fait, que ça plaise ou que ça plaise pas, en fait, c'est juste que c'est comme ça que c'est. Et c'était vraiment peut-être quand tu parlais de calme, en fait, c'est peut-être juste ça. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, j'avançais des choses qui n'étaient pas les choses. Même quand on parlait des deals en cours, par exemple, il n'y a jamais eu de deal survendu. Et en fait, je pense que, moi, en termes de pression, si je survendais les choses, je pense que j'aurais tendance à exploser parce qu'après, il faut prouver et il faut délivrer sur ce qu'on avance, quoi. Je pense que le sport, c'est surtout, je pense que ça a surtout été, l'école de la vie pour moi, pour le sport, c'était plutôt ça en fait, pas d'excuses, des moyens, et en gros, on délivre ou on se tait, quoi, mais c'était juste ça. On aimerait bien savoir quand même les prochaines étapes. Donc aujourd'hui... Et peut-être qu'on peut même s'arrêter 2 secondes parce que t'es passé... Là, on passe sur la bonne partie, mais t'as eu un moment où t'es quand même passé par des moments vraiment très chauds. Donc quand on passe de quelques centaines d'euros de la faillite à j'ai pas mal d'argent sur mon compte en banque, comment on gère ça ? Alors, pour que tout le monde sache, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a commencé sur un modèle plateforme en se disant les plateformes, c'est la ruée vers l'or, on va dire plateforme, on va lever des caisses. Et en fait, modèle plateforme, l'industrie nous a dit no way. Si personne garantit la qualité, ce qui est très difficile à faire sur la plateforme à cette étape de maturité du marché, on ne suivra pas. Et du coup... pas de chiffre d'affaires et beaucoup de training, un programme d'accélération et en fait les caisses qui se vident. Autorisation de découvert de moins 20 000 euros et moins 19 996 euros sur le compte. Là, t'as encore les sueurs qui... Là, faut être un peu calme. Ouais, c'est clair. Une séparation avec un associé et une équipe agréable et un bon début de dépression dans tout ça. Et je me souviens clairement, c'était le jour de mon anniversaire et c'est la seule fois de ma vie où j'ai dit ok, là, est-ce que, pourquoi, quoi. Pourquoi, pour qui? En plus, je me bats plus que pour moi, donc en fait, quel est le réel intérêt? Puis en fait, le lendemain matin, je suis allé au boulot, c'était passé, quoi. Je suis désolé pour tous les fournisseurs qui entendent ça, mais j'ai bloqué les prélèvements, j'ai fait en sorte que ça passe avec ces moins 19 996 euros. Et puis petit à petit remonter la pente, refaire un an de chiffre d'affaires tout seul pour que les comptes redeviennent à peu près corrects et se réentourer, quoi. Il y a eu vraiment 6 mois où j'ai clairement vacillé, moi. Et après c'est pareil, c'est comme on disait tout à l'heure, quoi, c'est finalement le pragmatisme, quoi. Est-ce qu'il y a moyen de faire ou pas, ou de pas faire? J'ai oublié la question du coup pour. Ouais, là t'es passé par la phase un petit peu down. Justement par la phase un petit peu down. Ouais. Et alors du coup je vais changer ma question, mais est-ce que tu crois que si t'avais pas été sur un sujet qui était aussi positif et qui changeait autant le monde, sans jugement pour d'autres projets, t'aurais pu continuer à ces moments-là? Je sais pas. En fait, ce qui est vrai, ce qui est assez cool et ce qui porte, c'est qu'en fait, il n'y a pas un client qu'on voit qui nous dit votre projet c'est nul. Genre jamais. Et du coup, forcément, ça booste. Après, il y a une différence entre c'est cool et on paye, mais la vérité, c'est qu'il n'y a personne qui nous dit que c'est pas cool. Et en fait, finalement, même quand on est tout seul, ça aide, quoi. Et du coup, je reviens à la question initiale. Donc, tu es passé par des moments où tu n'avais pas beaucoup d'argent. Là, tu arrives dans un moment où tu as un petit peu plus d'argent. C'est quoi la suite pour Upcycle, là? Déjà, au risque de décevoir ceux qui sont en pleine levée de fonds, j'avoue que je n'ai pas... Ça ne change pas grand-chose parce que c'est des... Enfin, ça ne change pas grand-chose. Le stress ne diminue pas parce que les responsabilités vont avec l'argent qui arrive. C'est pas du chiffre d'affaires, donc c'est pas ce qui fait que la boîte demain elle est future-proof. Ceci dit, c'est une énorme base pour construire. Disons que ça fait partie du plan, il faut suivre le plan.
Et maintenant, là, tous ceux qui écoutent, on recrute. Et ouais. On recrute sur des profils clés, des gens qui savent faire du B2B, des ingénieurs qualité. Concrètement, tout ce qui est sourcing, tout ce qui est sales en senior, on recrute. Et en fait, pareil, des gens qui n'ont pas peur de délivrer, parce qu'en fait, c'est crucial à ce moment-là. Donc aujourd'hui, c'est focus recrutement, donc l'équipe s'agrandit. Ouais, tout à fait. Donc vous avez combien de produits, tu disais? Ouais, alors en fait, on a un portfolio qui se design de manière un peu particulière. C'est-à-dire qu'en fait, on a un portfolio qui s'appelle Inspire, qui permet à toute l'industrie de venir chercher des idées pour développer dessus sur nos produits. Donc là, il y a à peu près 300 références et mine de rien, faut les connaître. Et il y a un portfolio Ready to Sell, en fait, qui contient à peu près 10 fois moins de produits, mais en fait, qui est capable d'être déclenché à chaque fois. Et du coup, c'est vrai que quand on arrive là, typiquement sur le côté sales, il y a quand même une grosse quantité d'informations à encaisser. Et tous les profils, par exemple sales, qui vont avoir une expérience dans le trade, même si on ne fait pas du trading, ils vont avoir cette sensibilité finalement qui est la particularité de chaque fournisseur. Parce qu'en fait, une grosse partie de notre modèle, c'est de faire en sorte qu'il y a très peu de contraintes sur la source, tout en arrivant à garantir la qualité sur le client. Et ce niveau, ce besoin en fait d'avoir une faible contrainte sur le fournisseur, c'est clé. Et il faut avoir les personnes qui sont capables de matcher avec ça. Et du coup, j'en profite parce que tu dis que vous recrutez. Vous êtes aujourd'hui, vous êtes basé à Avignon. Alors, quand on prend un train et qu'on va à Avignon, on comprend pourquoi vous êtes basé à Avignon. Mais donc vous recrutez plutôt des gens à Avignon aujourd'hui. Ouais, on recrute plutôt à Avignon, sachant que pour ceux qui sont à Paris, c'est qu'à 2h30 de train. Et il fait bon vivre là-bas. Mais oui, on recrute des gens à Avignon. On va recruter une dizaine de personnes cette année. Aujourd'hui, on est 5 et l'idée, c'est qu'on soit 15 à la fin de l'année. Et tu penses que ça change quoi, le fait d'être à Avignon? Je te pose la question parce qu'il n'y a pas très longtemps, on m'a demandé si on investissait en province, ce qui m'a beaucoup vexé parce qu'on a déjà pas mal investi en province. Mais tu vois, quelle différence tu vois, toi, aujourd'hui, par rapport à des startups qui feraient la même chose à Paris? Alors, je sais pas. La vérité, c'est que c'est une vraie question sur est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est un moins en termes de recrutement, et pas encore forcément le recul pour dire si c'est un plus ou un moins. Moi, qui suis complètement toqué et malade un peu du travail, la vérité, c'est que par contre, pour mon rythme personnel, je trouve que la vie là-bas, c'est incroyable. C'est juste incroyable le soir après le boulot. En fait, il y a deux journées en fait. C'est-à-dire que même si on finit de bosser tard, il y a une deuxième journée qui commence. Il y a le sourire d'Aurélie qui remonte jusqu'à ses oreilles. Je suis convaincue, moi je viens d'Aix-en-Provence. Pour c'est moi, vrai, c'est exactement ça. Moi j'ai vécu ça en faisant mes études à Montpellier d'ailleurs je me moquais un peu des sudistes qui disaient le sud et qui jouaient que par le sud, mais la vérité c'est que même quand on finit à 20h, on se pose dans le hamac 3 heures s'il faut, mais on peut quoi. Et on salue Swile du coup à Montpellier. Ouais, c'est ça, qui connaissent ça aussi. Et ouais, c'est génial. Du coup, je pense que pour les recrues, effectivement, le job est trop cool, mais en fait, la capacité d'avoir le job trop cool dans un cadre de vie qui est juste incroyable. Enfin, concrètement, on est dehors 8 mois par an, quoi. Ça, c'est trop bien. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas dit sur Upcycle, sur... Quelque chose que je n'aurais pas dit sur Upcycle. J'ai peut-être pas insisté assez sur le fait qu'on recrute. et comment les gens peuvent t'aider alors, du coup, parce que nous, c'était un peu ça aussi, c'est qu'on avait envie de faire partie de cette aventure-là. Et comment les gens qui nous écoutent aujourd'hui peuvent t'aider? Je pense que toutes les entreprises ont en fait leur rôle à jouer dans ça. Et en fait, je dis pas forcément en passant par nous, mais en fait, toutes les entreprises agroalimentaires, il faut qu'elles se sentent, je pense, concernées par le fait que, oui, quelqu'un peut utiliser leurs déchets, en fait. Et ça, c'est super important. Je pense. Enfin, tout le monde doit faire partie de ce truc-là. C'est un non-sens, en fait. Le modèle industriel, aujourd'hui, c'est pas normal. C'est pas normal que ça se passe comme ça et que même ceux qui valorisent beaucoup de leurs coproduits, il leur en reste et qu'en fait, c'est une source de revenus tellement importante pour elles et c'est quasiment que de la marge. Et en plus, c'est tellement plus responsable que... en gros, qu'ils rejoignent l'aventure avec nous ou avec d'autres, en fait...
ça nous aidera. Donc, j'en profite juste pour placer des chiffres qui m'ont vraiment tué. Mais en 2020, vous avez économisé l'équivalent de production de 1000 tonnes de fruits et légumes. Et c'est quand même assez bluffant. Et vous pouvez faire potentiellement 10 fois ça l'année prochaine. Ouais, c'est ce qu'on espère. En fait, ce qui est assez, c'est vraiment dingue quand on regarde les chiffres de ce qui n'est pas à produire, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, si on valorise, admettons, la peau d'orange et que quelqu'un utiliserait l'orange seulement pour sa peau, mais qu'on utilise le déchet d'une autre industrie, c'est-à-dire qu'avec une orange, on alimente 2 industries, quoi. Et en fait, quand on fait les ratios de ce qui n'est pas à produire, là, c'est colossal. Je sais que sur un de nos produits, par tonne vendue, on économise 190 000 tonnes d'eau. Et en fait, pour moi, les vrais ratios sont là, quoi. 190 000 tonnes d'eau, c'est 1000 fois plus que les urinoirs de McDonald's, là. Si vous voulez avoir un impact et habiter à Avignon... Ouais, et rejoindre une équipe de passionnés et dont la mission est exceptionnelle. Bravo. Franchement, on est ravis, nous, de vous accompagner, en tout cas. Et venez surtout si vous avez envie de faire, en fait. Tu cherches des doueurs, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est vraiment des gens là, qui font. On délivre. Ouais, c'est une belle mission. Avant de terminer sur notre question de la fin, j'ai pensé qu'il fallait quand même qu'on fasse un clin d'œil à Sofiane Amar. Absolument. Non, Sofiane, si tu nous écoutes, on te remercie en tout cas de nous avoir présenté Julien. Sofiane qui doit être en train d'ouvrir ses 2 écoles de code. Exactement, qui est cofondateur de l'ONG Shams, qui crée des écoles de code dans les camps de réfugiés. Et là, il doit être en Jordanie et en train justement d'ouvrir ses écoles. Et Sofiane, merci pour cette belle introduction avec Julien. Et Sofiane qui est passée sur ce podcast. Exactement, épisode, je ne sais plus, le 3, je crois. Et je pense qu'il y a d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que vous voulez, qui voulaient faire un clin d'œil sur tous les gens qui nous ont permis nous de comprendre cette industrie de laquelle on vient pas. Je pense à certaines personnes que tu nous as présentées, Julien, et à tous les Daphnipolitains qui nous ont soutenus sur le sujet. Exactement. Et on fait un clin d'œil à nos amis de Swen. Exactement, qui sont, on l'a pas dit, qui co-investissent avec nous. En fait, tu as aussi des super business angels dans le qui matchent. Je sais pas si tu veux détailler un peu. Ouais, carrément. En fait, disons que ce qui était assez cool avec les business angels, c'est aussi de voir ceux qui sont passés par là avant, quoi. Donc Nicolas, Cédric, Cléante, Sofiane. C'était vraiment cool et hyper enrichissant. D'ailleurs, on a déjà fait des meetings justement. On discute B2B sales strategy avec Cédric. Il faut qu'on prenne un Cédric rendez-vous. Selin, un serial entrepreneur aussi, un angel qu'on salue. Et un sacrément bon investisseur aussi. Ouais, il a l'air. C'est top de bien s'entourer. On est ravis. Moi, c'est pareil. Je pense bien à l'équipe là, qui est à Avignon et qui est sous une montagne d'échantillons. Concrètement, le bureau est rempli de projets. Et à ma mère qui un jour m'a dit le futur est dans nos déchets alors que j'avais 8 ans. Et je ne savais pas que ça ferait un métier un jour. Il faut toujours écouter maman, quoi. Non, mais franchement, tiens, c'est une belle... C'est elle qui m'a forcé à aller au forum des assos du tir à l'arc. Ah là là, les mamans sont formidables. Les papas aussi, hein. Ouais, on va le dire. Et allez, on finit avec les petites questions de la fin, un peu plus légères. Julien, et je vais commencer par la première. Est-ce que tu peux nous donner le must-see à Avignon ? Le must-see à Avignon ? La piscine du jardin. Si on n'a pas de piscine. Si on n'a pas de piscine, on vient c'est pas pas Avignon. possible. on va voir le pont. C'est pas possible. Ouais, sur le pont. Non, en vrai, alors, le Palais des Papes, c'est quand même assez incroyable. C'est quand même assez incroyable. Et je pense que donner une conférence au Palais des Papes, ça va être assez badass. Le déchet de tes rêves que tu aimerais transformer. En vrai, les eaux d'évaporation. Genre, réussir à substituer l'eau du robinet par une autre eau, ça ce serait de la folie, vraiment. Et on y bosse, mais c'est des dizaines de milliers de tonnes. C'est colossal. Et en fait, il y a juste toute cette eau qui est filtrée par les plantes, qui est naturellement parfaite, et qui va à l'égout, quoi.
Enfin, il doit y avoir des choses que vous voyez, que vous savez, vous, ça doit être un truc de fou. Et qu'on n'a pas le droit de dire. Ouais, que vous avez... Mais il y a de ces trucs. Mais en fait, c'est surtout trop cool parce que peu importe. En fait, on pourrait donner l'impression aujourd'hui qu'on est contre le système existant, alors que la vérité, c'est qu'à chaque fois qu'on pousse une porte, les gens sont avec nous pour améliorer ce qui existe. Et que ça, c'est vraiment cool. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là pour dire on va mettre à la poubelle l'usine d'aujourd'hui, juste qu'on va l'optimiser pour qu'elle soit future-proof, qu'elle le devienne, quoi. Et les gens sont tous motivés par ça. Les gens qu'on voit sont tous motivés par ça. En fait, c'est ça qui est vraiment trop cool. Il n'y a pas de conflit, quoi. Est-ce que tu avais un gris-gris, ou tu as un gris-gris qui t'a porté chance pour tes compètes ou que tu as encore sur toi? Non, mais j'ai enterré ma vie d'avant avec un tatouage qui me va bien. Et qui s'appelle il est visible. C'est le wake up. C'est le wake up. C'est le jour où je me suis fait ça, je me suis obligé à m'assumer à toute heure de la journée. Et ça, c'était pas mal. Mais c'était pour tirer un trait sur ce qui s'était passé avant. C'est quoi ton rêve, Julien? C'est trop chaud en ce moment comme question, ça. C'est assez difficile. En fait, c'est très difficile parce que ça fait appel pile au questionnement, moi, de ma vie dans ce moment. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être riche et d'être connu et de faire des podcasts. Déjà, t'étais en avance sur ton temps. Non, mais en vrai, c'était ça, en fait. Le rêve, tout était basé sur l'ego, quoi. Et maintenant, en fait, finalement, c'est pas que le but s'approche, mais disons, c'est là. Il n'y a pas que ça qui rend heureux dans la vie. Donc, disons que si un jour on a changé le système d'approvisionnement de l'industrie, qu'on permet de faire en sorte que le modèle qu'on utilise nourrisse plus de gens, ou en tout cas marche pas sur la tête, quoi. Ça, ce sera mon objectif. Et après, si je peux retourner à la pêche à la mouche, je serai content. La pêche à la mouche, il faut une patience, c'est fou, quoi, parce que tu peux attendre des heures. Hein, ouais. Vous verrez, quand on monte des mouches, en plus, j'ai l'air de rien le dimanche quand je fabrique. On fabrique nous-mêmes nos appâts quand on pêche à la mouche. Je suis allé voir chez Julien et je suis témoin. Je sais pas si c'est lui qui les construit, mais il y a des pièces assez intéressantes. Mais c'est assez révélateur aussi de ta personnalité, ce genre de passion aussi. Ouais, l'orfèvre un peu, là, ce côté minutieux. Ah ouais. Faut que tout le monde sache que je suis toqué et diagnostiqué toqué. pour de vrai. Hein. J'ai des vrais problèmes avec tout ce qui est esthétique. On va dire un petit peu optimisé, quoi. Mais qui n'est pas toqué aujourd'hui, quoi. On est tous ça. Et enfin, alors, est-ce que t'as... Celle-là, elle est dure. On la pose en entretien à tout le monde et à chaque fois, c'est un festival et on la pose parce qu'un jour, on me l'a posée et que je me suis fait exploser dans un entretien et que maintenant que je suis... c'est mon toc à moi, tu vois. Mais je pense que c'est plus facile pour toi que pour d'autres gens. Quelle est la conviction que tu as, toi, et qui est partagée par très peu de gens dans le monde? En fait, je ne pense pas que je ne peux pas faire quelque chose. Je me le dis pas. Peut-être que c'est le cas, en fait. Mais c'est juste, en fait, je pense que les gens sont peut-être câblés en se disant qu'il y a des choses qu'ils peuvent faire et des choses qu'ils peuvent pas faire. Moi, quand je commence quelque chose, je me dis pas que je peux pas le faire. Peut-être que je peux pas le faire, mais en tout cas, je me tuerai jusqu'à ce que je le fasse. Puis voilà, c'est tout. C'est génial, j'aimerais bien être comme ça. Non, mais ça te vient pas du tout à l'idée, quoi. Non, mais c'est pas... et je pense pas que ce soit une approche prétentieuse, en fait. C'est juste qu'en fait, le câble est pas comme ça. Je me le dis pas, en fait. Et je pense qu'il y a des processus, du savoir à accumuler pour arriver à certaines choses. Une logique, peut-être, mais elle est disponible. Surtout aujourd'hui où tout est disponible. Et en fait, je pense pas qu'il y a de choses que je peux pas faire, ou en tout cas je peux mettre du travail en œuvre pour le faire, mais encore une fois, c'est pas dans une optique de prétention, c'est juste dans une optique d'essayer, quoi. Ouais, c'est beau, moi j'aime bien. On se sent petit. Donc on peut te demander n'importe quoi, Daphne. Tu vas nous faire un chiffre d'affaires J'espère. Toi tu te diras pas, mais je peux pas. Si, je vais y arriver. En vrai, la pression vient avec les fonds quand même. C'est dur comme conclusion, ça.
Bon, bah super, mais on arrive à la fin de cet épisode. Que dire à part te remercier d'avoir fait déjà le trajet, d'être venu d'Avignon pour venir nous voir, pour venir nous parler, nous présenter Upcycle. On peut dire bon courage quand même, Ouais, parce non, qu'on si, on est quand même au début de l'histoire. Là. Merci. C'est clair. Je voudrais dire une phrase que m'a dit Cédric quand on a échangé ensemble, et il m'a mis une conviction dans la tête, et ça, je pense que ça peut servir à pas mal de gens. Il m'a dit: ne prends pas les investisseurs comme un mal nécessaire. Et je pense qu'il a tout résumé dans cette phrase-là. Et moi, c'est merci de nous suivre. Vraiment cool. Merci Stan, merci Pierre-Éric Julien. aussi, Lebovici, qui a suivi aussi le projet et qui est avec Stan et Julien dans l'aventure. Et puis, oui, bon courage, reviens nous voir. N'oubliez pas, contactez Julien, il recrute. Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'autre? Si vous passez à Avignon, passez les voir. Et puis, stay tuned. Regardez bientôt tout ce qui va se passer sur ce secteur, l'upcycling. Et puis, la boîte s'appelle Upcycle. Voilà. Et pas Upcycle. Et voilà. Merci à tous. Merci Stan. Encore un bel épisode. Merci Stan. d'avoir. Merci Auré. Mais ouais. Merci Auré. Et à bientôt à tous. À bientôt. Salut. Salut.